Et si la véritable révolution africaine ne se jouait pas dans les palais dorés, mais sur la terre, dans la poussière, là où naissent les récoltes et où le destin des peuples se tisse au fil des saisons? Imaginez un instant. Au cœur d'une Afrique vibrante, un événement sans précédent secoue le monde. Un choix apparemment simple, mais aux conséquences profondes. Le Burkina Faso, petit pays du Sahel, vient de rejeter un gigantesque paquet d'aide alimentaire proposé par les États-Unis et l'Europe. Un refus d'un montant de 1,4 milliard$ Derrière cette décision, ce n'est pas seulement une question d'argent qui se joue, c'est l'affirmation d'une volonté collective, la quête d'une dignité retrouvée. Pour comprendre le poids de ce refus, il faut situer le contexte mondial. À des milliers de kilomètres, la première puissance agricole de la planète, les États-Unis, traverse une crise agricole d'une ampleur inédite depuis plus de 2 décennies. Jadis, les champs du Midwest étaient le grenier du monde. Aujourd'hui, certains comtés américains importent plus de blé qu'ils n'en produisent eux-mêmes. La cause? Des guerres commerciales, la hausse fulgurante du prix des engrais, des sécheresses peu à répétition et une dépendance croissante aux subventions gouvernementales. Prenons l'exemple concret de l'Iowa, autrefois symbole de l'abondance américaine. Aujourd'hui, dans des villes comme Des Moines, les silos sont à moitié vides. Des exploitants agricoles comme John, dont la famille cultive le maïs depuis 3 générations, témoignent: Nous avons dû acheter du blé canadien cette année. C'est la première fois que ça arrive depuis plus de 20 ans. En Afrique, au même moment, un élan inverse se dessine. Le Burkina Faso tourne le dos à l'aide alimentaire occidentale, un système qui a longtemps conditionné les choix politiques et économiques africains. Ce refus n'est pas motivé par la provocation ou l'orgueil. Il est le fruit d'un travail patient, silencieux mais déterminé. Aujourd'hui, le Burkina produit 85% de ce dont il a besoin pour nourrir sa population. Pour mesurer la portée de ce geste, rappelons-nous l'histoire des relations entre l'Afrique et l'Occident. Pendant des décennies, l'aide alimentaire a été utilisée comme un levier d'influence, voire parfois comme une arme diplomatique. Recevoir des cargaisons de riz, de blé ou de maïs n'a jamais été un acte innocent. À chaque sac de céréales, une clause invisible liait le destin politique du bénéficiaire à la volonté du donateur. Prenons le cas du Programme alimentaire mondial distribuant du maïs américain dans les années 90 au Mozambique. Si le gouvernement acceptait l'aide, il devait en échange ouvrir ses marchés aux entreprises étrangères et limiter les subventions à ses propres agriculteurs. Résultat, les producteurs locaux, incapables de rivaliser avec des céréales subventionnées et importées, ont vu leurs revenus chuter. Beaucoup ont abandonné leurs terres, déclenchant une crise rurale qui a duré plus d'une décennie. Le Burkina Faso, quant à lui, vient de mettre fin à cette logique. En refusant 1,4 milliard$ d'aide, il envoie un message retentissant. La dignité nationale n'a pas de prix. Derrière ce geste, il y a des décennies de dépendance soigneusement entretenues. Le système était rodé, aide contre alignement politique, cargaison contre promesses diplomatiques. Les grandes puissances avaient compris que contrôler le pain, c'était contrôler les décisions. Les détails du paquet d'aide refusé sont révélateurs. Dans les annexes confidentielles, il était stipulé que le Burkina Faso devrait orienter ses achats vers des produits américains et européens, écartant ainsi ses propres filières agricoles. Plus encore, le plan exigeait que les corridors ferroviaires, les ports et les axes routiers stratégiques soient sous supervision extérieure. Même la politique agricole nationale devait être remodelée selon les recommandations occidentales, imposant des cultures moins adaptées aux terres burkinabées et ouvrant les marchés locaux à la concurrence étrangère. Ce schéma rappelle celui de l'Égypte dans les années 70, lorsque le pays a accepté d'importer massivement du blé américain, conditionnant ainsi sa souveraineté alimentaire à la générosité de Washington. Pendant près de 20 ans, toute fluctuation des exportations américaines de blé provoquait une panique sur les marchés égyptiens, rendant le pays vulnérable aux pressions politiques et économiques. Le Burkina Faso, en refusant de tomber dans ce piège, choisit une voie risquée mais prometteuse. Il sacrifie la sécurité temporaire d'une aide alimentaire massive pour tenter de bâtir une autonomie véritable. Ce geste n'est pas isolé, il s'inscrit dans un mouvement de fond où d'autres pays africains, comme le Mali, le Niger ou encore le Ghana, saluant ce choix et envisagent, à leur tour, de repenser leurs relations avec l'Occident. Au-delà de l'effet d'annonce, il faut se pencher sur le terrain pour comprendre les transformations profondes à l'œuvre. Depuis 3 ans, le Burkina Faso a mis en place une stratégie de relance agricole sans précédent.
Des milliers d'hectares délaissés ont été réhabilités grâce à des coopératives villageoises. L'innovation locale fleurit, système d'irrigation goutte à goutte, récupération des eaux de pluie, lutte biologique contre les nuisibles. Prenons l'exemple de la région de Kaya où des groupements de femmes ont relancé la culture du mil. Grâce à des formations dispensées par des ONG locales et au soutien technique de l'université de Ouagadougou, elles ont augmenté de 40% leur rendement en 3 ans. Les marchés du centre-nord sont désormais approvisionnés majoritairement par des produits locaux et des foires agricoles promeuvent la consommation du Made in Burkina. Les jeunes, autrefois tentés par l'exode vers la capitale ou l'Europe, reviennent massivement dans les campagnes. À Dédougou, Moussa, 25 ans, a quitté son emploi précaire à Ouagadougou pour rejoindre l'exploitation familiale. Aujourd'hui, il dirige une petite entreprise de transformation de sorgho et emploie 6 autres jeunes du village. Ici, je me sens utile, je participe à nourrir mon peuple. Ce réveil africain tranche brutalement avec la crise agricole occidentale. En France, en Allemagne, aux États-Unis, les agriculteurs manifestent contre la chute des prix, la hausse des coûts de production et la concurrence des importations. Des scènes de colère éclatent régulièrement à Paris ou à Berlin, où les tracteurs bloquent les avenues et réclament plus de soutien public. Ironie du sort, ces mêmes pays, incapables de stabiliser leur propre secteur agricole, continuent d'imposer leur surplus à l'Afrique, perpétuant la dépendance. La décision burkinabé fait l'effet d'un séisme diplomatique. À Bruxelles et Washington, l'inquiétude grandit. Si le Burkina réussit, la contagion est inévitable. Les analystes parlent d'un effet domino susceptible de bouleverser la carte des influences sur le continent. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international surveillant de près la situation, redoutant un affaiblissement de leur capacité à conditionner l'octroi d'aides à des réformes structurelles. Mais ce choix courageux n'est pas sans risque. Les représailles sont multiples. Suspension de programmes, restriction d'accès au marché, pression diplomatique. Ce scénario rappelle celui du Zimbabwe au début des années 2000, lorsque la volonté de récupérer les terres agricoles menée par Robert Mugabe s'est heurtée à un embargo occidental, plongeant le pays dans une crise économique et sociale. La différence, bon cul de pont, c'est que le Burkina Faso s'appuie sur une mobilisation populaire large et une innovation agricole locale, là où le Zimbabwe avait misé sur une redistribution brutale et mal préparée. Sur le terrain, la société burkinabé se transforme en profondeur. Le lendemain du refus du paquet d'aide, les marchés n'ont pas sombré dans la panique. Au contraire, la demande pour le mil, le maïs et le sorgho locaux a explosé. Les consommateurs, encouragés par des campagnes de sensibilisation, privilégièrent désormais l'achat de produits nationaux. À Ouagadougou, des files d'attente se forment devant les boutiques de producteurs locaux, tandis que les importations de riz thaïlandais ou de pâtes italiennes diminuent. Dans les villages, une énergie nouvelle circule. Des diplômés en économie, des ingénieurs agronomes et même des artistes se lancent dans l'agriculture ou créent pour des startups spécialisées dans la transformation et la distribution de produits locaux. À Bobo-Dioulasso, une coopérative de jeunes fabrique désormais des biscuits à base de fonio, une céréale traditionnelle, et exporte vers le Ghana et la Côte d'Ivoire. Ce dynamisme est soutenu par des politiques publiques. Accès facilité au foncier, subventions ciblées pour l'achat de semences locales, investissement dans l'irrigation. Les responsables politiques sont poussés à l'action par une opinion publique mobilisée. Les débats sur la souveraineté alimentaire s'invitent dans les médias, les universités et même les mosquées. À l'Assemblée nationale, des lois sont discutées pour renforcer la protection des producteurs locaux et limiter les importations saisonnières. Des forums citoyens sont organisés dans tout le pays pour recueillir les attentes et les propositions de la population. À l'échelle du continent, l'écho est immédiat. De Dakar à Bamako, de Lomé à Abidjan, les universités africaines débattent de la souveraineté alimentaire. Des étudiants rédigent des manifestes, des ONG locales organisent des campagnes de sensibilisation et des gouvernements réfléchissent à de nouveaux partenariats économiques fondés sur la réciprocité et le respect mutuel. Mais le chemin vers l'autonomie reste semé d'embûches. Si le pari échoue, le pays pourrait souffrir d'isolement, de fuite des capitaux, de difficultés d'accès aux intrants agricoles. Certains experts rappellent le cas du Chili dans les années 70. Lorsque le pays a tenté de nationaliser son agriculture sans filet, il a subi une crise de production, aggravée par le retrait de l'aide américaine. Pourtant, si le Burkina Faso parvient à stabiliser sa production et à diversifier ses partenaires, il pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère de prospérité africaine.
La clé du succès réside dans la résilience des communautés locales. La souveraineté ne se décrète pas, elle se construit. Quand des villages s'unissent pour restaurer les sols, partager l'eau, investir dans la transformation locale, ils brisent le cercle de la dépendance. À Ayako, par exemple, un groupement de femmes s'est lancé dans la fabrication de confitures à base de mangue et de baobab, offrant ainsi des revenus complémentaires aux familles et stimulant la production locale de fruits. Cette révolution agricole ne vient ni des sommets internationaux, ni des chancelleries, mais des initiatives citoyennes. Dans la région du centre-nord, les femmes sont à la tête de jardins collectifs qui alimentent les cantines scolaires. Les anciens transmettent leur savoir-faire sur la gestion de l'eau, la rotation des cultures, l'utilisation d'engrais naturels. Ces pratiques, ancrées dans la tradition, sont désormais valorisées par les politiques publiques et les médias nationaux. Pour rendre ces victoires durables, il faut transformer l'élan populaire en institutions solides. Cela passe par l'investissement dans l'éducation agricole, la sécurisation des terres, la modernisation des infrastructures. Le gouvernement a lancé un plan décennal d'amélioration de l'irrigation, avec pour objectif d'équiper chaque village d'un système de captage et de distribution d'eau inspiré des réussites marocaines et égyptiennes. La jeunesse joue un rôle central dans cette dynamique. Des programmes d'apprentissage en alternance associant théorie et pratique sont mis en place dans les lycées agricoles. Des concours récompensent les innovations paysannes, comme la création de semences résilientes adaptées au climat sahélien. Cette formation permet d'ancrer la fierté retrouvée dans des compétences concrètes, garantes de la pérennité du modèle burkinabé. Les partenariats internationaux sont également repensés. Fini le temps des aides conditionnées, place à des accords d'égal à égal. Le Burkina Faso, en coopération avec le Mali et le Ghana, a lancé une initiative régionale pour mutualiser les stocks céréaliers et favoriser les échanges intra-africains. Ce modèle s'inspire des politiques de l'ASEAN en Asie du Sud-Est, où la solidarité régionale a permis d'éviter les pénuries lors des crises alimentaires mondiales. Le dialogue avec l'Occident doit évoluer. Il ne s'agit plus de mendier l'aide, mais de négocier des transferts de technologies, des partenariats sur la recherche agronomique, des accès équilibrés au marché. L'exemple du Brésil, qui a su imposer ses conditions lors des négociations commerciales avec l'Europe, montre qu'une diplomatie agricole offensive peut aboutir à des accords bénéfiques pour les deux parties. Mais la vigilance reste de mise. L'histoire regorge d'exemples où les conquêtes populaires ont été confisquées par des élites ou minées par la corruption. Pour éviter cet écueil, des mécanismes de contrôle citoyen sont instaurés. Transparence sur la gestion des fonds publics, audit indépendant, implication des organisations paysannes dans l'élaboration des politiques agricoles. Le défi est immense, mais les perspectives sont enthousiasmantes. Si le Burkina Faso réussit, il prouvera que l'autonomie alimentaire n'est pas une utopie, mais un chemin vers la dignité et la prospérité. À travers l'Afrique, des voix s'élèvent pour réclamer le droit de choisir leur destin. Le refus burkinabé devient le symbole d'une Afrique qui ne veut plus être assistée, mais partenaire actrice de son avenir. Que peut-il se passer si ce modèle s'impose ? Imaginez une Afrique où les jeunes ne fuiront plus les campagnes, mais y restent pour innover, transformer, exporter. Une Afrique où les marchés locaux prospèrent, où les produits traditionnels retrouvent leur place sur les tables, où la solidarité régionale permet de surmonter les aléas climatiques et économiques. Une Afrique qui, forte de sa souveraineté, négocie d'égal à égal avec l'Europe, l'Amérique, la Chine. Mais la route sera longue. Des obstacles subsistent, manque d'infrastructures, volatilité des prix mondiaux, pression géopolitique. L'exemple du Vietnam, qui a su passer en quelques décennies du statut d'importateur de riz à celui de deuxième exportateur mondial, montre que la transformation agricole est un marathon, pas un sprint. Elle demande de la patience, de la cohésion, de la créativité. La plus grande menace, c'est l'essoufflement de l'élan populaire. Si la lassitude s'installe, si la corruption gangrène les institutions, si les anciens réflexes de dépendance reprennent le dessus, le rêve d'autonomie peut s'effondrer. Pour éviter cela, il est crucial de maintenir la mobilisation citoyenne, d'encourager les initiatives locales, de renforcer les liens sociaux. Ce moment historique interpelle l'ensemble du continent. Peut-on construire une nouvelle relation avec l'extérieur sans tomber dans l'isolement ? Comment éviter que la souveraineté retrouvée ne soit capturée par une nouvelle élite ? Quels mécanismes mettre en place pour garantir la redistribution équitable des richesses générées par l'agriculture ? Là est le véritable enjeu. Transformer un acte de bravoure en un modèle durable.
Cela passe par la consolidation des institutions, la formation de leaders intègres, la création d'espaces de dialogue entre l'État, la société civile et le secteur privé. Cela exige de repenser la solidarité, non comme une dépendance, mais comme un échange de savoir, de compétences, de technologies. Le refus du Burkina Faso d'un paquet d'aide alimentaire d'1,4 milliard n'est donc pas une simple bravade. C'est un acte de maturité collective, un signal adressé à l'Afrique et au monde entier. La peur de l'autonomie ne doit plus dicter notre avenir. Pour la première fois, une nation africaine ose regarder le monde dans les yeux et proclamer « Nous pouvons nourrir notre peuple, nous pouvons écrire nos propres règles ». Ce choix n'est pas sans péril. Refuser la sécurité d'une aide massive, c'est avancer sans filet, avec l'audace de ceux qui préfèrent la dignité à la dépendance. Mais c'est aussi ouvrir la porte à une Afrique qui se réinvente, non plus comme une terre à sauver, mais comme un partenaire à respecter. Les conditionnalités, les paquets ficelés, les promesses emballées dans le langage de l'urgence perdent de leur poids. L'étau de l'influence étrangère se dessert, car la véritable souveraineté repose sur la capacité à nourrir sa population et à choisir ses partenaires. La reconstruction silencieuse de l'agriculture, la résilience des communautés, la fierté retrouvée de produire localement, tout cela redéfinit la place de l'Afrique sur la scène internationale. Pour les grandes puissances, c'est la perte d'un levier, la remise en cause d'un modèle exportateur et le début d'un vrai questionnement sur la solidarité. Pour les Africains, c'est l'espoir de rompre avec le cycle de la main tendue et d'entrer enfin dans une responsabilité partagée. Mais ce nouvel horizon reste fragile. Il nous interroge tous, céderons-nous à la peur de l'inconnu ou choisirons-nous l'audace de l'autonomie, même si elle bouscule nos habitudes ? La maturité collective exige de dépasser les slogans, d'oser le débat, de repenser la solidarité et de s'engager à bâtir ensemble un futur dégagé des tutelles invisibles. Au fond, la question n'est plus de savoir si l'Afrique a le droit de choisir son menu, mais qui osera lui imposer un plat auquel elle n'a pas consenti. Le temps de la dépendance touche à sa fin. Le temps de l'audace, de l'innovation, de la solidarité africaine commence. Reste à savoir qui aura le courage d'accompagner cette renaissance et qui, demain, devra apprendre à négocier, non plus en maître mais en partenaire,